tous et puis bienvenue pour le 4e webinaire sur les couverts d'interculture. Donc sur le sujet, voilà, c'est tout sur le semis découvert à la volée dans le précédent. Donc voilà, un nouveau sujet. La semaine dernière, on était sur les semis post-moisson. Et puis là, on est sur les semis avant-moisson. Donc vous verrez un petit peu, voilà, toute l'étendue de ce qu'on a pu regrouper sur ce sujet-là dans le cadre du projet. Donc voilà, ce sujet, tout sur le semis découvert à la volée dans le précédent. Donc là, cette semaine, je suis accompagné normalement d'Antoine, mais qui a des difficultés de connexion, de Sophie Virouzeski de la Chambre d'agriculture de l'Oise, Gaëtan Leborgne de la Chambre d'agriculture de l'Aisne et Romain Yos de la société Alpha Semence. Donc je vais vous laisser vous présenter, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez commencer. Dans l'ordre Sophie, vas-y en premier. Bonjour, donc Sophie Virouzeski, je suis chargée de mission en innovation agronomique à la Chambre d'agriculture de l'Oise. Vas-y Gaëtan, je te laisse. Gaëtan Leborgne, conseiller à la Chambre d'agriculture de l'Aisne, à la fois dans l'élevage et dans la polyculture. Donc, bonjour à tous, je suis Romain Yos de la société Alpha Semence qui distribue des couverts végétaux. Ok, donc voilà, vous êtes tous présentés, vous allez tous intervenir dans le cadre de ce webinaire. Donc Romain, lui, il n'interviendra pas directement, il va faire, on verra en vidéo. Par contre, il fera la modération des questions tout à la fin du webinaire. Gaëtan et puis Sophie, eux, ils vont intervenir en vrai, parce que leur vidéo, on a décidé de la passer en vrai. Donc voilà, Sophie, elle va commencer avec une première partie sur voilà, les facteurs de réussite de ces semis de couverts à la volée dans le précédent. Puis Gaëtan, il nous montrera, il parlera un peu de pellets et d'autres sujets pour aller un petit peu plus loin sur le sujet des semis à la volée dans le précédent. Donc on va pouvoir commencer. Donc allez, c'est parti. Donc déjà, avant de commencer, un premier rappel, un rappel au bout d'un moment, là c'est le 4e sur le fonctionnement de la plateforme, mais je pense qu'il y a des gens qui, c'est la première fois qu'ils viennent à ces webinaires. Donc vous avez un onglet questions et surtout, à chaque fois on a le coup, c'est posez pas les questions dans le chat, posez-les dans la partie questions parce que le risque c'est qu'on passe complètement à côté puis qu'on ne réponde pas à votre question. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis surtout, en fait, l'onglet questions, il a surtout un intérêt, c'est que nous, on peut identifier du coup facilement les questions, mais aussi les autres, vous pouvez voter pour les questions. Si vous avez exactement la même question puis qu'elle est déjà posée, ça évite de la poser 25 fois. Donc, vous pouvez voter pour une question pour laquelle vous jugez qu'il y a un intérêt. Du coup, nous, on la prendra en priorité pour y répondre. Donc, voilà pour le fonctionnement de la plateforme. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions en cours de présentation, on va soit, si c'est une question de compréhension, on va essayer d'y répondre tout de suite pour pas qu'il y ait de blocage, on y répond tout de suite en texte dans la partie question, et sinon, on la garde pour après, pour la partie plutôt débat à la fin. Donc voilà. Donc voilà, pour le fonctionnement de la plateforme. Donc là, je vous rappelle qu'on est donc dans le cadre d'une série de 5 webinaires sur les couverts. Donc on a déjà fait 3 webinaires, donc 2 sur les services, donc un sur effet découvert sur la structure du sol, est-ce que c'est un mythe ou une réalité, un autre sur la prise en compte de la disponibilité en azote dans le choix des couverts, et celui de la semaine dernière, c'était optimiser l'implantation du couvert. Donc tous ces webinaires-là, ils sont disponibles en replay, donc vous réutilisez le lien de connexion et normalement vous arriverez directement sur le replay, donc pas de souci, vous pouvez les revoir, les voir ou les revoir sans aucun problème. Donc à chaque fois, ces 5 rendez-vous-là, à chaque fois, on passe par une partie rappel un peu des sorties du projet, parce que ça, c'est ce qui va, on va dire, survivre au webinaire. C'est-à-dire que tous nos webinaires, ils regroupent des résultats qu'on a produits dans le cadre d'un projet qui s'appelle Multifonctionnalité découverte d'interculture. Et donc toutes ces sorties-là, elles sont disponibles. Donc on va avoir le temps un petit peu d'en parler. On va voir le temps, je vais vous présenter un petit peu toutes les sorties du projet. Aussi, dans ces webinaires, on fait un état de l'art sur le sujet sur lequel on va traiter. Donc là, vous aurez au tout départ un petit état de l'art, donc où est-ce qu'on en est en termes de semis à la volée dans le précédent, donc à la fois de ce que nous on a fait et de ce que les autres ont pu faire. Un petit compte-rendu des essais en vidéo, donc là, vous allez avoir un peu une vidéo sur comment on arrive à épandre des couverts sur une largeur compatible avec des passages de pulvérisateur. Et puis enfin, une partie échange, questions-réponses, puis tout ça pour aller un petit peu plus loin. Donc voilà. Donc on va pouvoir un petit peu démarrer sur la présentation du projet. Donc c'est un projet qu'on a démarré en 2015 et qui s'est fini donc, en fin d'année dernière. Et globalement, c'était un projet qui travaillait sur comment on favorise la généralisation de couverts d'interculture performants. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive, on met tout en... On permet que ces couverts dits performants, donc ces couverts très diversifiés, qui produisent un maximum de services écosystémiques, mais aussi avec des niveaux de services écosystémiques élevés, comment on produit les connaissances et les références qui permettraient de leur généralisation dans la campagne, en fin de compte. Donc, on s'est rendu compte que finalement,
il existait des freins qui limitaient le développement de ces couverts d'interculture, des freins économiques, organisationnels, mais aussi de compréhension de ces services écosystémiques. Et du coup, l'objectif de ce projet, ça a été de finalement de produire des connaissances, des références, et puis du coup, au final, des sorties, des choses concrètes sur du coup, les services rendus par les cultures intermédiaires. Donc, le projet s'est articulé autour de 3 objectifs. Un premier, c'était de fournir des références, comme je vous le disais, sur les services rendus par les couverts. Donc, qu'est-ce que je peux attendre de mes couverts? Qu'est-ce qu'un couvert peut rendre comme service et qu'est-ce qu'il ne peut pas rendre comme service? Et aussi, comment finalement j'arrive à conduire les couverts pour qu'ils produisent un maximum de services et aussi les services qui m'intéressent. C'est-à-dire que c'est un peu le deuxième objectif, c'est permettre aux agriculteurs d'aménager leurs pratiques pour maximiser les services ciblés. Donc, c'est par exemple, si j'ai un objectif de réduction de l'érosion ou d'amélioration de la structure du sol, qu'est-ce que je dois semer comme couvert, à quelle date, avec quel outil, et détruire à quelle date et avec quel outil, par exemple. Donc, c'est comment est-ce que finalement, je modifie mon itinéraire technique pour permettre à mes couverts de produire les services que j'attends. Voilà, ça c'est pour le deuxième objectif. Et enfin, on avait un troisième objectif qui était de permettre le contournement de freins à la mise en place des cultures intermédiaires, et ça par le transfert d'innovation technique. Donc là, c'est vraiment le sujet, là on est pile poil dans cet objectif-là avec ce webinaire, c'est comment est-ce que finalement on arrive à contourner un frein, donc qui au départ, vous allez voir plutôt organisationnel ou voire économique, à la mise en place des couverts, et par une pratique innovante, on arrive à produire des couverts qui sont performants et qui rendent un maximum de services en coûtant le moins cher possible à l'agriculteur. Donc ça, c'était ce troisième objectif. Pour répondre à ces objectifs, on a mis en place tout un tas de dispositifs. Donc il y avait des expérimentations au champ sur tout un tas de sujets. On en a déjà vu sur les destructions tardives dans le cadre du deuxième webinaire, sur les effets découverts sur la structure du sol et les propriétés physiques du sol, ça c'était le premier webinaire. On a mis en place des expérimentations virtuelles aussi grâce à un modèle qui s'appelle Stix. Donc on a évalué l'impact des choix de gestion des couverts. Donc quand est-ce que j'implante, quand est-ce que je détruis, sur les cycles d'azote, du carbone et de l'eau. Donc ça, pour produire un outil que vous pouvez découvrir sur le site dédié aux sorties du projet. On a travaillé aussi beaucoup par biblio, donc déjà pour faire un état de l'art, mais aussi pour mettre à disposition, résumer et transférer les références qui existaient déjà, parce qu'on n'a pas tout réinventé dans le projet. Donc, et ça, on a travaillé sur pas mal de services, donc les pertes azotées, la fourniture en azote, la structure du sol, la vie du sol, les éléments PK, les soufres, les matières organiques, la battance, l'érosion, l'eau, puis plein d'autres trucs. Donc, vous pourrez voir, tout ça aussi, c'est disponible sur le site internet, donc il y a des fiches là-dessus. Et enfin, là, c'est aussi quelque chose qui va nous intéresser plus dans ce webinaire-là, c'est la traque aux pratiques innovantes. Donc, là, cet objectif-là, c'était de rechercher et aussi de caractériser, voilà, de mesurer l'intérêt d'un certain nombre d'innovations et d'itinéraires techniques de culture intermédiaire qui sont innovants et performants d'un point de vue organisationnel, donc qui permettent de gagner du temps en interculture, économique, c'est-à-dire qui permettent aussi d'économiser de l'argent, d'implanter des couverts à moindre coût et de faire des économies sur les couverts, mais aussi de produire des couverts évidemment performants, donc qui produisent, dans le cadre de la traque innovation, un maximum de biomasse. Donc l'objectif global de cette traque, c'est d'améliorer, on va dire, le ratio bénéfice-coût des cultures intermédiaires et de permettre le contournement de freins à la pratique. Et donc, c'est un peu de cette traque aux pratiques innovantes qui est arrivé ce sujet du semis à la volée dans le précédent. Donc, pour finir un petit peu sur la présentation du projet, les sorties du projet. Donc, voilà, vous voyez, donc, il y a une bibliothèque en ligne de référence qui est mise à disposition à la fin du projet. Donc, dedans, il y a des fiches pour maximiser les services rendus par les cultures intermédiaires. Donc, il y a 9 fiches qui regroupent 9 services. Voilà. Il y a des fiches sur les pratiques innovantes. Donc là, c'est les résultats de notre track, donc des innovations qu'on a caractérisées et aussi évaluées. Donc, qu'est-ce qu'elles permettent de gagner comme temps, comme argent, quelles sont les contraintes et les atouts de chacune des pratiques innovantes identifiées. On met en ligne aussi nos dossiers techniques, c'est-à-dire que c'est nos comptes rendus d'expérimentation. Donc, à chacun des dispositifs, on a produit un dossier technique et vous pourrez le lire et voir un peu tout ce qu'on a fait, voir les résultats plus en détail. On a produit aussi des outils d'aide à la décision. Donc, on en a vu un, c'était sur l'impact l'azote disponible, l'évaluation de l'azote disponible en interculture, mais il y en a aussi un sur la composition de mélange et puis un autre sur les choix de conduite découverts. On a produit donc aussi cette vidéo et puis des supports d'animation, des supports de communication. Et là, c'est plus, on va dire, pour une communication plus directe avec des agriculteurs ou des conseillers dans le cadre de la valorisation des travaux qui ont été faits par les partenaires. Donc voilà, donc tout ça, voilà, la bibliothèque en ligne de référence, elle est disponible donc, sur un site internet qui s'appelle cultivonslescouverts.agro-transfert-rt.org. Donc tout est disponible, c'est libre d'accès, vous pouvez sans aucune modération aller consulter ça, il n'y a pas de souci, c'est en ligne, ça fonctionne.
Donc voilà, donc là on va pouvoir passer au sujet, donc 18h10, donc c'est bien, on tient le temps. Donc voilà, donc le sujet du jour, c'est tout sur le semis de couvert à la volée dans le précédent, donc on va pouvoir démarrer là-dessus. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, tout ça, ça a démarré, ce sujet-là du semis à la volée dans le précédent qu'on a testé dans le projet, ça a démarré de la traque aux pratiques innovantes. C'est une pratique qu'on a identifiée chez un agriculteur, donc un agriculteur dans l'Aisne, donc au départ, et puis chez un semencier, donc chez Alpha Semence aussi, qui proposait ça. Donc ça a été un peu les deux points de départ. Donc au départ, on cherchait des pratiques qui permettaient d'avoir des pratiques d'interculture qu'on qualifiait un peu de triplement vertueuses, c'est-à-dire qu'elles permettaient d'avoir un intérêt agronomique, c'est-à-dire qu'on augmentait la production de biomasse du couvert, et du coup, on l'estime, on l'a vu un petit peu dans d'autres webinaires, c'est qu'en augmentant la biomasse, ben aussi on espère augmenter les services rendus par les couverts. Et aussi, on peut ajouter de nouvelles espèces qui, globalement, sont soit pas utilisées en région, soit ont des productivités trop faibles. Je pense souvent aux légumineuses implantées un peu tardivement. Donc là, on cherchait des pratiques qui permettaient de valoriser ces nouvelles espèces. Des pratiques qui aussi ont un intérêt d'un point de vue organisationnel, donc avec un gain de temps, on l'a estimé jusqu'à 3 heures par hectare, et puis aussi un intérêt économique avec une diminution des postes semences et notamment carburant. Donc cette traque aux pratiques innovantes, elle n'a pas montré que du semis à la volée dans le précédent, donc il y avait le semis à la volée, il y a la mise en pelette de semences, donc qui se rattache un peu au semis à la volée. On a vu aussi pas mal de choses sur l'autoconstruction de semoirs, on l'a vu la semaine dernière dans le webinaire précédent. On a vu des stratégies un peu innovantes d'acquisition du matériel, des stratégies d'autoproduction ou d'achat groupé de semences, et puis des alternatives au glyphosate pour la destruction de couverts. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on a vu dans cette traque aux pratiques innovantes. Mais nous, aujourd'hui, on va s'intéresser qu'au semis à la volée et puis aussi à la mise en pelette de semences. Donc voilà. Donc, comme je vous le disais, c'est une pratique qu'on a identifiée chez un agriculteur. Donc vous avez en photo, là, sur cette diapo, les installations de l'agriculteur, donc c'est 2 de limbe sur les rampes du pulvérisateur, donc il est installé, donc lui ça lui investissement initial de 200 €, et ça lui permet de produire les couverts qui sont sur la photo de droite. Donc là c'est des couverts en 2018, donc comme beaucoup d'années dans le cadre du projet avec de la sécheresse, et donc lui ça lui permettait d'avoir un débit de chantier entre 6 et 10 hectares à l'heure, et dans son cas un coût d'implantation du coup hors amortissement, parce que bon c'est de limbe, ça n'a pas un investissement énorme, donc entre 1,10 € et 1,50 € de l'hectare, donc si on compte vraiment le carburant, quoi. Donc c'est une pratique qu'on a découverte chez un agriculteur, et du coup on a voulu le tester donc, dans le cadre de nos essais de comparaison d'itinéraires techniques. On avait des essais de comparaison d'itinéraires techniques en post-moisson, où on avait voilà, vous pouvez voir sur le graphique de droite, différents itinéraires techniques et la productivité du couvert. C'est globalement des semis de mi-août à fin août, donc là en 2018 et 2017, donc vous avez des exemples de productivité. Et donc, du coup, nous, on a mis cette pratique-là en essai en 2018 sur cet essai-là, en comparaison avec du semis direct, à disque, à dents, des semis sur des chômages. Et en fait, sur cet essai-là, en 2018, c'est sorti, et de loin, la meilleure modalité de l'essai, donc avec quasiment 3 tonnes de matière sèche pour un essai qui tournait autour d'1,5 tonne de matière sèche pour les autres itinéraires techniques. Donc on a été assez, on va dire, un peu emballé par cette technique sur cet essai-là. Et du coup, on a monté les années suivantes des réseaux d'essais pour identifier les facteurs de réussite du semis à la volée, parce que nous, ça avait marché dans notre situation, mais dans la traque aux pratiques innovantes, c'était perçu comme quelque chose d'assez aléatoire par les agriculteurs. Et du coup, on s'est dit, voilà, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que dans certains cas, ça marche et dans certains cas, ça ne marche pas. Donc, on a mis en place à l'automne 2019 et du coup, on a continué à l'automne 2020, en tout 10 essais sur des dispositifs qui étaient plus ou moins complexes avec des comparaisons de plusieurs choses, donc des dates de semis différentes, des gestions des résidus différentes, exportées, restituées, chaume haut, chaume bas, plein d'espèces différentes, donc avec au total 14 espèces à peu près sur les 2 années. Des semis qui allaient du plus tôt au 8 juin jusqu'au plus tard au 23 juillet. Donc vous voyez, on a testé une large palette de dates de semis, plusieurs gestions de résidus, ça je vous l'ai déjà dit, et puis aussi des contextes de désherbage différents, donc avec désherbage de printemps ou tout en désherbage d'automne par exemple. Donc on s'est mis dans tout un tas de contextes différents, et puis aussi vous voyez sur la carte un tas de contextes pédoclimatiques différents pour ces années 2019 et 2020. Donc tout ça pour évaluer quels sont les facteurs dans lesquels il y avait un intérêt de ces semis à la volée dans le précédent. Et ce qui ressort globalement à l'échelle de toutes ces combinaisons, on va dire nos 10 essais et tous les traitements qui ont été mis en place sur ces 10 essais, ça représente 96 parcelles élémentaires, donc c'est 96 gestions potentielles des semis à la volée. Donc dans ces 96, il y a plein de dates de semis différents, plein de gestions de
des résidus différents, des espèces différentes et des parcelles différentes. Donc, pour chacune de ces parcelles, on a calculé ce qu'on appelle un indice de rendement. C'est-à-dire c'est la biomasse de la modalité semée à la volée dans le précédent. Donc là, l'exemple vers la gauche, vous avez le radis. Et on l'a comparé à la biomasse du couvert de l'agriculteur sur le reste de la parcelle. Donc, ce qu'il a semé classiquement, et généralement, c'est des agriculteurs qui essayaient de faire des beaux couverts chez qui on se mettait en essai, quoi. Et en fait, on se rend compte que dans 80% des cas, c'est l'histogramme que vous voyez en bas, vous avez la distribution des indices de rendement. Donc un indice de 100, c'est on fait le même rendement que le couvert de l'agriculteur sur le reste de la parcelle semé en post-moisson. Mais ce qu'on voit, c'est que dans 80% des cas, on fait mieux que l'agriculteur, on va dire, sur le reste du champ. Donc finalement, on se rend compte que même si on a une gestion, on va dire, même aléatoire de l'itinéraire technique de ces semis couverts en post-moisson, ben finalement, dans 80% des cas, on peut espérer faire mieux que ce qu'on faisait avant. Donc, et des fois, de loin. Donc voilà. Mais finalement, on a aussi une grande plage de possibilités. Donc ça va de 3 fois le rendement de l'agriculteur à aussi des rendements qui sont décevants. Donc il y a des facteurs de réussite, il y a des choses qui font que ça marche et des choses qui font que ça ne marche pas. Et ça, bah, du coup, notre réseau d'essai, il a un peu permis de voir, de pointer un peu du doigt ce qui pouvait marcher. Donc là, je vais pouvoir passer la parole après à Sophie. Mais là, je vous montre quelques photos un petit peu de nos couverts qu'on a eu en semis à la volée dans le précédent. Donc là, vous avez sur des parcelles différentes. Hein. Là, pour le coup, c'est tout en 2019. Donc c'est Bernay-en-Bray au sud de Beauvais, Honbleu près de Ham, et puis l'INRA sur le site INRA des Trémonts. Donc vous avez l'exemple de 3 couverts semés à la volée. Donc voilà. Donc là, je vais pouvoir passer la parole à Sophie sur les recommandations qu'on ressort de ces réseaux d'essai. Voilà. Donc moi je vais vous parler donc des facteurs de réussite, comme le dit Romain. Donc sur les 3 ans de projet et la traque à l'innovation réalisée, nous avons identifié 3 points clés sur le semis à la volée dans le précédent. Premièrement, c'est le choix de l'espèce est essentiel. Les vesses, les radis, les facélies, mais aussi le tournesol, le niger ou l'orge de printemps sont adaptés à la technique. La vigueur à la levée est bonne et leur potentiel de production de biomasse est très satisfaisante. Il est aussi conseillé de choisir des espèces tardives comme la vesse ou les trèfles. Les espèces précoces à floraison comme les moutardes blanches sont à proscrire vu la précocité du semis. Certaines espèces comme le moa, la moutarde d'abyssinie, les trèfles peuvent être de bonnes candidates sur cette technique, mais il sera important d'augmenter la densité de semis de 10% pour pallier aux pertes qui peuvent être importantes à la levée. Et enfin, certaines espèces sont pas du tout adaptées à la technique. C'est le cas de la févrole ou de l'avoine rude. Donc, vous trouverez sur cette diapositive le tableau récapitulatif sur le choix des espèces. Globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que sur l'ensemble des espèces qui ont été testées, vous avez plus d'espèces qui sont adaptées à la technique du semis à la volée que des espèces qui sont inadaptées. Vous retrouverez sur le site internet du projet, donc à la suite du webinaire, une vidéo de la visite de l'essai screening d'espèces dont vous avez vu la photo en première diapositive sur le site de Saint-Pierre-Aigle. Et donc, la vidéo avait été réalisée en novembre dernier à la place du colloque de restitution. Le second point clé concerne la date de semis. Sur les 3 ans de projet, le constat est clair. Ce sont les semis les plus proches de la moisson qui favorisent le plus le peuplement et sécurisent le couvert. Semer proche de la moisson permet de sécuriser la levée et de diminuer le risque de perte de pieds par consommation des organismes granivores, comme certaines espèces de carabes, ou par étiolement. Cela peut également permettre de limiter les dégâts lors de la moisson. Dans l'essai de Honbleu en 2019, des comptages ont été réalisés sur 3 espèces et 3 périodes de semis, 45 jours, 30 jours et 15 jours avant la moisson. Et comme vous pouvez le constater sur le graphique, les taux de levée augmentent largement entre la date donc 45 jours avant la moisson et celle du 15 jours avant la moisson. Sur le radis, le taux de levée est multiplié par 2,5 entre 30 jours avant et 15 jours avant. Et pour la vesse, le taux de levée est même multiplié par 3,7, toujours entre moins 30 et moins 15 jours. Par contre, du coup, si un semis très proche de la moisson favorise le peuplement, on a aussi pu constater qu'un semis plus précoce permet d'allonger la durée du cycle du couvert. Le gain en durée du cycle peut permettre certaines années de compenser un faible peuplement. C'est le cas dans l'essai d'Honbleu réalisé l'année dernière. Le semis 30 jours avant la moisson a permis une meilleure biomasse
que celui 15 jours avant. Le radis a bénéficié de 15 jours supplémentaires de pousses, et ce qui a permis un gain de biomasse d'une tonne de matière sèche. Donc, semer trop tôt, c'est surtout un risque, enfin, c'est un risque en tout cas, car ce sont les conditions de l'année qui permettront ou non de produire un maximum de biomasse, ou en tout cas suffisamment pour compenser une perte éventuelle en peuplement. Donc, pour sécuriser vraiment le couvert, ce qui a été conseillé, et c'est nos conclusions dans le projet, c'est de semer dans les 3 semaines avant la récolte estimée ou dès que les conditions sont favorables. Enfin, le troisième point clé pour la réussite, en tout cas pour maximiser la réussite des couverts, c'est la gestion des résidus de culture. Toujours dans un objectif d'optimiser le peuplement ou les conditions de levée, la coupe basse et la restitution des pailles permet d'avoir un tapis de paille qui recouvre les semences de couverts et permet de conserver l'humidité du sol. Vous avez ici les photos prises dans l'essai de Saint-Pierre-Saint-André, les vergers dans l'Aube, qui permettent justement d'illustrer le gain en peuplement de la restitution des pailles. Certaines études, comme celle de Thierry Riaki et Keles en 2012, montrent aussi que certaines espèces ont justement besoin de l'obscurité pour lever. C'est le cas par exemple de la facélie. Et donc la restitution des pailles permet justement d'avoir ces bonnes conditions d'obscurité. Toujours pareil. Donc là, vous avez par exemple sur le graphique le résultat de l'essai d'Amérocourt en 2020 sur une espèce comme le radis où la restitution des pailles a permis un gain en termes de taux de levée. Par contre, toujours en termes, on a toujours fait les levées et les biomasses. Donc en termes de biomasse, l'essai de l'année dernière nous a montré que la restitution des pailles n'avait que très peu d'influence d'effet en tout cas sur la biomasse, en tout cas pour l'espèce du radis. Donc globalement, la restitution des pailles, c'est un facteur favorisant la levée qui sécurise le couvert. Par contre, ce n'est pas obligatoire. L'exportation des pailles n'est pas rédhibitoire à la technique du semis à la volée. C'est le choix de la composition du couvert qui pourrait être adapté. Par exemple, le radis, on voit qu'il est adapté à l'exportation de paille. Voilà. Maintenant, on va passer du coup à une autre présentation. Je te laisse reprendre la main, Romain. Ouais, du coup, là, on va passer on change un peu de sujet. Là, on a vu un peu les facteurs qui expliquaient la réussite ou les échecs de ces couverts semés à la volée. Et on va passer à une question, on va dire, plus technique et plus pratique. C'est comment est-ce qu'on fait pour épandre sur une grande largeur ces semences de couverts. Là, on a vu que ça pouvait bien lever en les balançant à la volée. Donc là, on va voir comment on fait. Là, je vais partager la vidéo. Donc, c'est une vidéo de compte-rendu d'essai. Le semis des couverts avant la récolte de la céréale précédente est particulièrement intéressant. Il permet un important gain de temps grâce à des débits de chantier élevés. Il est aussi un bon moyen de réduire la charge de travail post-moisson en décalant des chantiers avant la récolte. C'est également un levier important de réduction des charges de mécanisation liées à l'implantation des couverts. Enfin, via ces semis précoces, la productivité des couverts est améliorée par l'augmentation de la durée de végétation dans une période de jours longs et de sommes de température élevées. La faisabilité technique peut néanmoins être un frein à ce type de semis. Alors, comment semer des couverts avant la récolte? Commençons par évoquer quelques règles de décision indispensables à la réussite d'un tel semis, mises en évidence par 3 années d'expérimentation réalisées dans le cadre du projet multifonctionnalité des couverts d'interculture. Tout d'abord, il faut proscrire les parcelles avec forte présence de dicotylédones et vivaces au moment de la récolte. Il est important de s'assurer de la bonne répartition des pailles et menus pailles lors de la moisson. Il convient de choisir des espèces et variétés adaptées. Le choix des espèces fait l'objet d'une autre vidéo. Il est important de choisir des variétés tardives, notamment pour les radis. Il faut semer moins de 3 semaines avant la récolte. Il est primordial de se montrer patient après le semis. Le couvert germe souvent après la première pluie significative après la récolte. Enfin, et c'est l'objet de cette vidéo, il faut pouvoir épandre les semences sur la largeur souhaitée. Avec un épandeur centrifuge et des graines nues, il est impossible de projeter sur une largeur de plus de 28 mètres la plupart des semences de couverts, hormis les vesses. Cet essai avait donc pour but de comparer différentes méthodes permettant de semer toutes sortes de graines sur des largeurs supérieures à 28 mètres. La première technique consiste à coller les graines entre elles pour les alourdir et ainsi pouvoir les épandre sur une largeur plus importante. La seconde repose sur le test d'un semoir dédié à cet usage. Un témoin a également été implanté afin de mettre en évidence d'éventuelles différences d'épandage.
L'investissement initial en matériel va de 0 € pour les graines alourdies à 20 000 € pour le semoir spécifique, pour un coût amortissement compris de 4 € par hectare et un débit de chantier allant de 6 à 15 hectares par heure en fonction de la largeur d'épandage visée. 2 mélanges ont été implantés selon les 3 méthodes présentées. Semis d'un témoin avec un Delimbe T28, semis des graines collées entre elles avec le même Delimbe T28 et semis de graines non collées avec un semoir spécifique. Nous avons nommé le mélange de graines collées entre elles pellets. La confection des pellets fait l'objet d'une vidéo dédiée. La confection de pellets se déroule en 3 étapes. Tout d'abord, il faut, dans une bétonnière tournant au ralenti, les grosses graines, par exemple des vesses, puis le collant, par exemple de la mélasse. La dose de mélasse nécessaire est égale à la quantité totale de semences multipliée par 0,16. Une fois le mélange homogène, il faut incorporer les petites graines, par exemple de la facélie ou du moa. Lorsque le mélange grosses graines, mélasse, petites graines est prêt, un séchant tel que l'argile ou la farine doit être apporté. La dose d'argile correspond à la dose totale de semences multipliée par 0,33. Enfin, il convient de faire sécher le mélange une journée sur une bâche ou une dalle en béton. Il faut compter 1 heure pour confectionner 150 kg de pellets. Le surcoût lié au collant et à l'asséchant est de l'ordre de 25 centimes supplémentaires par kilo de semences. Les pellets ont des propriétés physiques assez proches des engrais. Ils ont un diamètre légèrement moins élevé, mais une densité supérieure, ce qui leur permet d'être répandus sur des largeurs allant de 24 à 40 mètres. Dans l'essai ici présent, le mélange 1 sous forme de pellet a produit 2,7 tonnes de matière sèche en moyenne, alors que le mélange 1 témoin n'a produit que 1,8 tonnes de matière sèche en moyenne. Cette différence s'explique par une bien meilleure répartition de la biomasse de chaque espèce lorsqu'on colle les graines entre elles. Le graphique ci-contre montre en effet que les espèces à petites graines, comme le moa ou la facélie, sont absentes au-delà de 20 mètres de large dans la situation témoin. A contrario, la facélie et le moa sont bien présents sur une largeur de 30 mètres et plus et permettent de maintenir une production de biomasse élevée sur toute la largeur d'épandage. Une autre méthode de semis avant moisson est l'utilisation de matériel spécifique. Nous pouvons recenser 3 catégories de matériel spécifique. Le premier, assez connu mais peu employé, consiste à épandre les graines le jour de la moisson à l'aide de distributeurs de petite capacité placés sous la barre de coupe. Cette technique présente l'avantage de tout faire en un seul passage. Pour autant, elle nécessite une très bonne organisation de chantier de récolte ainsi qu'une bonne répartition des pailles et menus pailles derrière le broyeur pour une levée plus homogène. La contrainte de rechargement à des périodes déjà intenses est aussi un frein au déploiement de cette méthode. Le deuxième type de semoir spécifique pour semis avant moisson consiste à utiliser les voies de passage des tracteurs pour épandre avec un outil spécialement conçu pour cela. La société Alpha Semences, dont je fais partie, a inventé un semoir spécifique pour pouvoir épandre de 24 à 40 mètres selon la largeur désirée. Avec une trémie centrale de grosse capacité située à l'arrière du tracteur, les graines sont ensuite envoyées par soufflerie jusqu'aux 2 extrémités des rampes. Le débit est proportionnel à l'avancement du tracteur. Cet outil peut également servir pour épandre des graines sous couvert d'une culture en place, par exemple des trèfles ou luzerne au printemps sous blé ou colza. Le deuxième semoir spécifique présenté ici est le Maxicouve, modèle breton qui permet d'épandre avec une largeur de 24 mètres maximum, ce qui peut parfois être limitant en région Hauts-de-France. Enfin, en se rapprochant de ce dernier type de semoir présenté, il est aussi possible de monter soi-même des petits semoirs centrifuges sur les rampes d'un pulvérisateur. Ainsi, le coût est limité. Ces 2 catégories de semoirs avec rampe présentent également l'avantage de gagner un temps important, car le débit de chantier est très rapide, entre 6 et 35 hectares par heure. C'est à des périodes moins denses en termes de travail. L'essai implanté ici est une comparaison de 3 types de semis, avec pour point commun la même date de semis avant moisson et les semences employées. Voici la comparaison de biomasse totale produite entre le semoir spécifique, en l'occurrence le semoir grand large, et le semoir Delimbe T28, distributeur d'antilimaces, sans utilisation d'enrobage. Le mélange avec semoir spécifique a produit 2,9 tonnes de matière sèche en moyenne, alors que le mélange avec semoir centrifuge n'a produit que 1,8 tonnes de matière sèche en moyenne. Cet écart est justifié par une meilleure répartition des graines sur toute la largeur d'épandage. Assez grosses et petites, type moa, trèfle d'Alexandrie, facélie, sont bien réparties sur toute la largeur d'épandage. Ainsi, cette répartition dense et homogène a évité le salissement de la parcelle contrairement à l'emploi du Delimbe.
Pour conclure, le semis avant moisson est tout à fait possible et permet de produire des biomasses élevées. La qualité du travail réalisé n'est possible qu'avec des semoirs spécifiques ou par l'utilisation de pellets de graines. Pour aller plus loin sur le choix des espèces ou la date de semis pré-moisson, vous pouvez visiter l'autre atelier de la plateforme dédiée à cette technique. Gaëtan va pouvoir nous en dire un petit peu plus, notamment sur la partie plutôt pelette, et puis il fera un petit résumé de ce qu'on a dit et quelques recommandations pour démarrer, on va dire, en semis à la volée dans le précédent. Donc, comme vient de l'expliquer Romain, on a prévu donc d'insister déjà là pour une chose qui a été évoquée là juste dans la vidéo. Comment Je vais reprendre la main, Gaëtan, parce que visiblement, on ne t'entend pas. Je vais assurer ta partie. Donc voilà. Donc voilà. On voulait revenir avec vous sur la partie vraiment confection de pellets et apporter un petit peu, déjà refixer un petit peu les idées et peut-être aussi des compléments, et ça vous donnera peut-être des idées de questions pour la partie débat après. Donc voilà. Donc pour revenir là-dessus, dans la confection des pellets, il y a toujours une première étape, c'est l'ajout des graines, donc des graines support, donc, qui sont, on va dire souvent Antoine a parlé de veste dans la vidéo, mais l'orge de printemps fonctionne aussi également. On a vu des exemples, notamment avec le GI2E Magellan dans la Nièvre, où on utilisait du pois. Donc nous, on est parti aussi de cette idée-là, on s'est nourri un peu de ça au niveau de leurs pellettes, où ils utilisaient le pois pour envoyer envoyer, on va dire, leurs semences de leur couvert, Magellan plus loin, et du coup avoir un semis avant moisson. Et du coup, nous on est parti, on a voulu adapter ça en utilisant des semences qui avaient potentiellement un potentiel de germination plus élevé que le pois dans le couvert et qui pouvaient réellement servir de couvert. Donc notamment la vesse et l'orge de printemps qui ont des bonnes capacités de lever dans le sous-couvert du précédent. Donc la vesse et l'orge de printemps sont deux graines support, donc qu'on a testé dans le cadre du projet. Souvent, on a besoin de maximiser un petit peu la densité sur ces espèces-là. Donc, c'est pour ça qu'en général, on est autour de 40% de la dose totale en graines support. Et puis ensuite, on vient mettre les 60 autres pourcents en petites graines qu'on vient ajouter dans un deuxième temps. Donc, après qu'on a ajouté ces graines support et la mélasse, donc dans les mêmes quantités, donc 0,16 fois la quantité de semences en mélange. Donc, ça, c'est à peu près. Il faut adapter selon les espèces qu'on a aussi un petit peu. Donc, on reste toujours autour de ce ratio-là, mais ça peut changer un peu. Donc, ensuite, une fois qu'on a créé un mélange homogène avec donc ces graines support et la mélasse et les petites graines, on peut ajouter l'asséchant, donc sur 0,33 fois la quantité de semences. Et ensuite, il faut laisser sécher quelques jours. Donc, je vous rappelle, il y a un tuto qui est disponible sur le site internet. C'est important d'aller le voir parce qu'en fait, ce tuto-là, il va rappeler des choses qu'on a déjà dites. Mais en fait, il va vous donner aussi un visuel sur, on va dire, quel est l'état des semences qu'il faut avoir pour avoir un résultat satisfaisant. Ça vous donnera à voir un petit peu ce qu'il faut obtenir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir, il est intéressant pour ça. Et puis voir un petit peu combien, et au total, on vous a rappelé un petit peu le coût, 25 centimes par kilo de semences. Je ne sais pas, Gaëtan, si on t'a récupéré. Oui, je suis désolé, vraiment désolé, j'ai été déconnecté, je ne sais pas pour quelle raison. Okay. Et donc, voilà, donc Romain, tu as fait la diapo, donc on passe à la suite. Donc, c'était effectivement un rappel sur la confection artisanale des pellets. Et pour vous expliquer maintenant les recettes que l'on a appliquées lors de nos 3 années d'expérimentation, hein. On a fait des choses plus ou moins différentes. Avec, donc, comme l'a dit Romain, on a supporté comme graine support la vesse et l'orge de printemps. Vous avez un premier mélange, première colonne, la pelée 1, sur cette base de vesse commune à 25 kg par hectare, auquel on a aggloméré la facélie à 1,5 kg, du carinazote, qui est le mélange moutarde d'Abyssinie, trèfle d'Alexandrie, avec du MOA à 4 kg. Et vous avez en bas les lignes argile et mélasse avec les proportions qui correspondent pour, comme l'a dit donc sûrement Romain là, et Antoine dans la vidéo, avec des proportions d'argile et de mélasse pour colmater, pour fixer l'agglomérat et faire des pellets qui se tiennent. De colonne du milieu, vous avez le mélange qui est fait à base d'orge de printemps à 40 kg, avec de la facélie et du carinazote également. Et puis, un mélange, on va dire, qui est plus sécurisant, plus facile
quant aux espèces et à la réussite de ces espèces en semis à la volée, le mélange radis facélie vesse, 5 kg de radis, 3 kg de facélie et 15 kg de vesse velue, avec 8 kg d'argile et 4 de mélasse. Vous avez un mélange là à 35 kg qui a été testé lors de nos essais, lors des différentes années. Voilà, donc ces mélanges-là représentent en gros un coût, je ne sais pas si Romain en a parlé précédemment, un coût de 50 à 60 euros par hectare. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie pelée. Un autre point sur lequel on souhaite insister, ça a été évoqué, mais plus largement sur le semis à la volée, il faut savoir être patient. En effet, ça vous a été dit dans la vidéo, les premières levées arrivent dès les premières pluies, sachant qu'on a pu voir des situations extrêmes allant jusqu'à 40 jours après la moisson. S'il n'y a pas d'eau, ça ne lève pas. Donc là, dans ces cas-là, évidemment, l'intérêt de semer précocement pour avoir des jours longs est réduit, mais de toute façon, il faut bien se dire que vous auriez semé en post-moisson, vous n'auriez pas eu plus de réussite pour autant. Ensuite, il faut savoir que les levées aussi s'échelonnent pendant plusieurs semaines et tout au long, j'ai envie de dire, de la période de végétation. Et pour ça, vous avez une photo là sur la droite qui illustre bien ça. Une photo prise un 14 octobre sur l'essai de Daméroncourt. Vous avez des radis. Le semis, pour mémoire, a été fait 3 mois environ avant, autour du 16 juillet. Vous avez à la même date, le 14 octobre, 4 physiologies différentes de la même espèce, donc qui montrent bien qu'il y a des levées qui peuvent être tout à fait différentes en fonction du positionnement de la graine, de son environnement immédiat, de sa faculté à germer et à se développer dans le couvert. Voilà. Pour synthétiser aussi les choses sur le semis à la volée, un petit rappel, petit récapitulatif des avantages et des inconvénients qu'on peut y retrouver. Alors, les avantages, semis et levée plus précoce du couvert pour bénéficier des jours longs. Ça nous permet ainsi d'utiliser des espèces qu'on n'avait pas l'habitude de choisir dans des couverts, à savoir le sorgho, le niger et puis quelques trèfles. On valorise ainsi aussi des semences de légumineuses. Quand on recherche à mettre des légumineuses dans les couverts, on souhaite une biomasse et un bon développement de ces espèces-là. Donc en semant tôt, on souhaite bénéficier d'une biomasse très développée. On décale les chantiers, ça a été dit, le chantier de semis se faisant avant la moisson, on est moins pris par le temps ensuite. On préserve aussi la portance des sols, ça c'est important pour ceux qui ont de l'élevage et qui souhaiteraient éventuellement valoriser des couverts par pâturage. Donc l'absence de travail du sol, même superficiel, préserve cette portance et permet à des animaux éventuellement de pâturer sans détruire et sans s'enfoncer. Et puis, ça a été dit, le coût est relativement faible, suivant le matériel bien sûr que l'on utilisera, et le débit de chantier surtout est élevé, on dépend sur des grandes largeurs. Donc voilà pour les avantages. En termes d'inconvénients, il faut pas oublier que la lutte mécanique post-moisson contre les vivaces, les dicotes à levée estivale et les annuelles est du coup impossible, puisqu'on ne peut pas pratiquer de faux semis après la moisson. Ça, donc, il faut le savoir pour pouvoir réserver le semis à la volée à des parcelles propres. Il est conseillé aussi de restituer les pailles. C'est pas impératif. Ça a été dit dans la vidéo. Il n'y a pas un côté impératif à restituer les pailles. Par contre, on met quand même les chances de son côté de réussite en les restituant. Et puis, une autre difficulté, parvenir à épandre les graines sur la largeur souhaitée. C'était la réponse apportée par les pelés, par le matériel, comme Romain Ayous l'a expliqué et Antoine Galland dans la vidéo. C'est un inconvénient quand on n'est pas équipé et qu'on veut faire simplement avec un distributeur en engrais, on est limité à 24-28 mètres. Néanmoins, donc tout cela étant rappelé, on souhaitait vous mettre cette diapo là pour ceux qui n'ont jamais pratiqué et qui souhaiteraient mettre le pied à l'étrier pour bien démarrer dans cette technique de semis à la volée dans le précédent. On vous conseillera de faire un mélange assez simple, radis, vesse, facélie. Alors avec un exemple de quantité, là 5 kg de radis, 10 de vesse et 3 de facélie. Un mélange simple qui est épandable avec un distributeur à engrais, avec la limite bien sûr de largeur d'épandage. Vous pouvez faire
avec ou sans pellet, au choix, mais au moins ce mélange-là et ces espèces-là vous garantissent quand même un bon succès. Semer dans les 3 semaines, ça a été dit, on le rappelle, c'est le critère essentiel. Restituer les pailles et être patient. Voilà les 4 étapes qu'il faudrait bien respecter pour s'assurer ou mettre toutes les chances de son côté pour réussir une première fois un semis à la volée, dans le couvert, dans le précédent. Voilà ce que j'avais à dire sur la question. Romain, je te laisse la parole pour lancer. Il n'y a pas ton micro, Romain. Il n'a pas ton micro. C'est bon, je vais reprendre la parole pour redémarrer un peu la partie, face aux échanges. Et puis c'est Romain qui va faire, l'autre Romain, qui va faire la partie en modération, nous annoncer un petit peu les questions. Bonjour Romain, je ne sais pas si tu as pris un peu connaissance des questions qu'il y avait dans le chat. Oui. Et du coup, tu peux faire démarrer la réponse en direct pour afficher la question et puis du coup, on y répondra. Et puis, voilà. Ok, donc la première question, je vais faire par ordre de vote. Est-ce que la mélasse joue un rôle dans la levée du couvert? Du coup, on l'a pas testé vraiment la mélasse, on a testé l'enrobage globalement. On a fait des tests de germination de nos pellets un peu artisanaux dans le cadre de juste avant de les semer pour vérifier finalement qu'on n'avait pas altéré la faculté de germination en faisant nos pellets pour après avoir des bons taux de levée. Non, il n'y a pas de différence, on voit pas grand-chose. Ok, deuxième question. Combien de temps avant le semis peut-on confectionner les pellets? C'est la durée. Si c'est stocké sur le sec, ça peut durer quand même quelques jours. Hein. C'est surtout les conditions de stockage qui vont faire qu'on pourra attendre plus ou moins. Du coup, on ne peut pas faire la veille parce qu'il faut que ça sèche. Ouais. On peut faire longtemps à l'avance si c'est conservé dans un endroit sec. Donc, il n'y a pas forcément d'impératif. Ok. Troisième question, est-ce qu'on peut espérer des résultats équivalents aux de limbes T28 avec un épandeur en grès standard? Ça, je ne sais pas s'il y en a qui… En fait, la question, elle est un peu double. C'est-à-dire que… Est-ce qu'on parle de semences mises en pellet ou pas? C'est-à-dire que en pellet, finalement, avec notre épandeur en grès, on fera mieux qu'avec le de limbe T28 parce que de toute façon, sera fait pour aller plus loin que les 28 mètres, hein, si on est en plus grand que 28 mètres. Et après, sur des graines seules, finalement, il n'y a pas forcément trop d'intérêt parce qu'il n'y a pas grand-chose qui va au-delà de 22 mètres. Quoi. Ok. Autre question. Avez-vous eu déjà des soucis à la récolte suite à des couverts trop hauts dans le cas d'une récolte tardive? Non, nous, c'était jamais élevé à la moisson. Non. Non, parce qu'en fait, si on respecte c'est un peu aussi pour ça qu'on fait les 3 semaines. Enfin, c'est pas pour la gêne, mais c'est que ça va pas faire. Il n'y a pas de risque plus que ça. C'est que je pense que le risque principal, c'est de détruire le couvert avant même à la moisson, quoi. Donc, finalement, en gardant les 3 semaines, cette idée de semer dans les 3 semaines avant la moisson, et finalement, on va s'affranchir de ce problème-là, quoi. À part si vraiment il pleut pendant un mois et que il peut y avoir d'autres problèmes, mais non, ça s'est jamais rencontré, quoi. C'est rare que les couverts soient levés à la moisson. À part les semis, là, quand on a vu les cédons bleus à récolte 45 jours, semis 45 jours avant moisson, là, on avait quelques levées dans le blé, mais ça restait à 2 feuilles. D'accord. 2 questions concernant la mélasse. La première question, est-ce qu'il y a… Je vais retrouver la question. En agriculture bio, est-ce qu'il faut prévoir des spécificités sur les produits employés? Première question. Et deuxième question qui va un peu dans le même sens. Où peut-on se fournir en argile? Alors ouais, j'ai répondu, c'était de l'argile, j'ai répondu là tout de suite là sur l'argile, l'approvisionnement en argile. Ce qui a été utilisé, c'était de l'argile alimentaire, hein, utilisée en nutrition animale. Donc on peut trouver ça, les marchands d'aliments en vendent. Et puis dans les COP forcément qui ont une activité liée à l'alimentation animale, on peut en trouver. C'est pas quelque chose de rare.
Pardon, Romain, c'est pas quelque chose de rare et c'est toujours c'est souvent la même. Oui. Il n'y a pas il n'y a pas trop de variétés. Souvent, c'est c'est les mêmes sacs. Et donc, a priori, il n'y a pas trop de différence. Ok. Et puis pour la question sur le bio, je sais pas, il faudrait vraiment s'intéresser à poser la question à un organisme certificateur pour savoir si effectivement il y avait une contre-indication ou s'il fallait absolument mettre une mélasse bio dans un pellet. Ça, j'ai pas la réponse là. Je vois pas pourquoi ça gênerait. Hein, mais bon, on ne sait jamais. Il faut vraiment faire valider ça par un organisme de certification bio. Ok, autre question, là il y en a un paquet. Les herbicides appliqués sur la culture peuvent-ils poser des problèmes de levée? Alors, d'où dans les essais qui ont été faits, hein, Romain, tu compléteras ce que je dis, hein, il n'y a pas eu de problème, et ce d'autant qu'on sème assez proche de la moisson. Hein. Donc ça laisse quand même quelques semaines, quelques mois après les désherbages de printemps qui auraient pu éventuellement être néfastes à certaines espèces que l'on souhaiterait implanter. Et parce que 3 semaines avant la moisson, on est quasiment à un semis post-moisson, je dirais, et que les mêmes espèces semées en post-moisson auraient la même rémanence, bénéficieraient de la même rémanence éventuelle des herbicides. Donc c'est aussi une raison pour laquelle on ne va pas semer trop tôt. Romain, tu peux compléter. Ouais, on avait, ça va dans le même sens. Finalement, on est sur des semis à la voie dans septembre, c'est pas comparable à, par exemple, à des semis de trèfle dans du blé à 2 nœuds ou des choses comme ça, où là, il y a un risque de rémanence. On est vachement près, on est prêt en termes de date des herbages. Alors que là, finalement, ces semis post-moisson-là, près de la moisson, on est à 15 jours près dans une semis de un semis de post-moisson. Après, des rémanences d'herbicides, on a déjà vu sur ces semis à la volée dans le précédent, mais il y en avait aussi dans le témoin agriculteur. C'est-à-dire que finalement, c'est pas que ça peut pas, ça peut arriver au champ, mais c'est-à-dire qu'on aurait peut-être la même situation on aura probablement la même situation en post-moisson. D'accord. Avez-vous une idée de réussite d'un semis sous orge de printemps, avec le risque d'allélopathie de l'orge? S'il y a quelqu'un qui veut se lancer là-dessus, moi, on n'a jamais essayé, nous. Mais... Non, pas essayé. Après, pas non plus je n'ai pas de réponse formelle à faire là-dessus non plus. Après, souvent, on le fait sur une culture qui est quand même assez avancée, donc je ne sais pas s'il y a vraiment un risque. On n'a jamais essayé, donc non. Autre question qui va un peu de pair, que pensez-vous d'un semis dans un poids pour un semis de blé début octobre? Je n'ai pas compris la question. Un semis de semis dans un poids et non pas dans un blé. Et un semis de quoi Ah oui, avant du coup, un couvert dans le poids. Dans un couvert de poids, quoi. Ouais, dans une culture de poids. Est-ce qu'au lieu de faire sur blé, comme vous l'avez montré, est-ce que vous avez essayé? Non, on n'a pas essayé du tout, mais après, nous, c'était vraiment vraiment les intercultures, blé, culture de printemps qui nous avaient principalement, sur lequel on s'était plutôt positionné. Et après, c'est vrai que ces couverts-là, ils ont un intérêt en interculture courte, c'est parce qu'ils peuvent, pas forcément entre un pois et un blé, mais entre 2 blés, par exemple, ça peut être intéressant, ce type de couvert. Est-ce que la couverture du pois au sol va empêcher effectivement que les pelettes ou que les semences atteignent le sol de façon homogène? Il peut y avoir aussi une histoire. Est-ce qu'il y a des rémanences d'herbicides aussi dans ce cas-là, parce que c'est pas les mêmes herbicides du tout, donc je ne sais pas. Je sais pas si ça marcherait. Et ça va dépendre des espèces aussi, les rémanences, des espèces qui sont plus ou moins sensibles. Ok, autre question, est-ce que le sarrasin a-t-il été testé en pur, en semis à la volée? Non. Pas chez nous, parce que on va dire, ça mériterait d'être testé, on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça avec un collègue, mais parce qu'en fait, on essaie, si on le teste, il faut être prêt à le récolter à un moment peut-être, ou qu'il fasse des graines ou des choses comme ça, et du coup, c'est un risque qu'on n'a pas voulu prendre en expérimentation. Donc c'est un peu pour ça qu'on ne l'a pas fait. Mais ça pourrait être une idée. Ouais. D'accord, je continue. Combien de millimètres de pluie sur un sol sec doit-on avoir pour avoir un résultat honorable? Pas beaucoup.
Eh ben oui. Je sais pas, Sophie, si tu as une idée ou ouais. Quelle pluviométrie il faut attendre pour avoir. En termes de millimètres, non, mais après, une fois que c'est levé, si on pouvait avoir au moins les millimètres pour assurer une bonne levée, et après, voilà, si on avait cette question-là, ça serait, cette réponse-là, ça serait vraiment super pour le coup. Ouais, mais bon, de toute façon, on ne peut pas anticiper les millimètres non, et puis, dans les conditions de l'été. Après, ce qu'on peut faire, c'est aussi comparer, on va dire, à ce qu'on observe dans le témoin, en fait. C'est-à-dire que finalement, bon, pour des fois des semis, si la levée n'a pas eu lieu avant le semis du témoin en post-moisson, globalement, ça lève plutôt en même temps, quoi. S'il n'y a pas d'eau. Et puis déjà, le semis à la volée, ça a quand même le gros avantage de garder l'humidité du sol. Déjà, c'est au moins ça que la graine a pour lever. Surtout quand on restitue les pailles. C'est vraiment l'intérêt de l'humidité du sol qui est importante. Et surtout en juillet par rapport à un semis d'août où déjà le sol est ultra séché ou un semis classique. Tout à fait, ouais. Ah ouais. Je peux rajouter aussi que j'avais une petite expérience en ce sujet-là en 2020, année particulièrement sèche un peu partout, où il y a eu des applications qui ont été faites à peu près 30 jours avant moisson. Et il y a eu une quinzaine de millimètres suite à ces applications, enfin ces semis, je veux dire, et ça n'a pas été suffisant. C'est-à-dire qu'on a eu des levées qui se sont étiolées. Il y a eu une perte de pied, donc le résultat final, c'est qu'il aurait fallu attendre, et c'était bien meilleur d'attendre, alors qu'il y a eu 15 mm. Donc 15 mm, c'est en situation sèche de départ, c'était insuffisant. Voilà. Autre question, pour un semis dans une orge d'hiver, peut-on semer uniquement des légumineuses? C'est la réponse qu'on met derrière. Mais... moi, je ne vois pas d'inconvénient. Bah, si, on n'a pas le droit de faire la couverture de légumineuses à part. Ah oui, en termes de réglementation. Mais ça marcherait. Après, ça marcherait. Moi, j'aurais une réponse plus de culture dérobée, quoi. En culture dérobée, c'est la déclaration après du couvert qui fera qu'on pourra l'autoriser. En bio, on fait une culture dérobée en 100% légumineuse. Mais après, nous, on l'a fait dans le cadre de screening d'espèces. La veste solo fonctionne très bien, quoi. Donc, on a testé. Du coup, nous, au tout début dans le réseau d'essai, on avait aussi pas mal de parcelles plutôt, de tester des parcelles et des semis de culture pure. Et ouais, c'est vrai qu'on a testé un petit peu et ça marche bien. D'autant que les légumineuses, elles valorisent bien les jours longs du mois d'août. Donc, finalement, on a des biomasses quand même assez intéressantes sur ces couverts-là. C'est presque sur ceux-là qu'on a le plus de gains au final. Bien. Autre question, qui est liée au couvert, mais pas que. Une implantation de colza associée vous paraît-elle pertinente avec cette technique? Oui. Associée avec quelle espèce? Pour le coup, on avait testé des semis de colza avec une espèce de légumineuse 15 jours avant le semis du colza. Pour nous, ça n'a pas eu d'effet favorable, en tout cas pour le colza. Ça n'a pas eu un effet supplémentaire par rapport au semis en même temps que le colza. Parce qu'après, il y a aussi des problèmes de concurrence, mais c'est à tester peut-être. Attends, ah oui, c'était du coup semer ces légumineuses-là. On avait testé, oui. Mais après, ce n'était pas à la volée, hein. C'était 15 jours avant le semis du colza, et ça a eu un effet plutôt dépressif sur la levée du colza, mais pour une année très sèche aussi. Donc, et du coup, le colza avait globalement moins levé. Comment? Et le colza semé comme ça, il n'avait pas. Enfin, c'était les mêmes dates, quoi. Avec la date les plants de campagne qui avaient été changés de date, c'est ça? Exactement, oui. Mais ça serait à tester avec des petites espèces de légumineuses. Ça pourrait avoir un tapis intéressant. D'ailleurs, à ce propos, il y a peut-être une question qui vient. Ça serait, est-ce qu'on pourrait envisager des semis de colza de cette manière-là? Oui. On a déjà vu des semis de colza sous la coupe, donc je pense que ça doit marcher. Bah oui, ça doit pouvoir marcher. Hein. Nous, on ne l'a pas testé directement, mais techniquement, ça doit marcher. Alors, autre question, rien à voir. Quels sont selon vous les échecs liés au sorgho? Quel type de sorgho était-ce? Mono ou multicoupe?
Le sorgho, on l'a testé sur 3 lieux. Les échecs, on va dire qu'on avait un souci, c'était vraiment sur la levée, quoi. Après, on l'a testé que sur une seule variété, donc peut-être qu'il y a vraiment un facteur variétal. Des variétés, des choses qui sont peut-être effectivement plus ou moins adaptées. On avait vraiment l'espoir de pouvoir utiliser cette plante-là, même en termes de biomasse produite, de valoriser en fait ces jours longs et puis ses faibles besoins en eau, parce qu'elle a été décrite comme une plante qui avait peu de besoins en eau pour lever. Mais en fait, finalement, on s'est rendu compte que, après, c'est dans le contexte des Hauts-de-France où finalement on a des gelées qui arrivent quand même assez vite, ou en tout cas des températures froides la nuit qui arrivent assez vite, et il finit par assez vite ramer, quoi. Dès qu'on a les premières nuits qui sont froides, il arrête de pousser, quoi. Et au final, bon, il n'était pas si mal avant, mais il s'arrête très vite, quoi. Ok. Autre question, y a-t-il des fournisseurs de pellets prêts à l'emploi sur le marché? Voilà. Je sais pas. C'est sûr que. Je peux répondre à la question puisque je suis concerné en fait. Donc oui, la société Alpha Semences va proposer des pellets de graines qui seront déjà couplées entre elles avant l'enrobage, permettant des épandages de graines différentes, donc notamment de la veste, du radis, de la facélie, pour répondre à cette demande. D'accord. Du coup, ce sera c'est autre chose que de l'argile mélasse. C'est du coup autre chose que l'argile mélasse, quoi. C'est pas. Voilà, c'est ça, oui. C'est la même idée, quoi. Oui, c'est la même idée. L'idée étant d'avoir des graines qui ressemblent à des grains d'ammonitrate, hein, tout simplement. Voilà. Peut-on rouler après la moisson? Moi, j'y vois pas d'intérêt. Si on a laissé les pailles, non. Je suis pas sûr que ça a un impact parce qu'il y a quand même tellement une paillasse sur le sol que pas sûr que ça a un réel effet, mais c'est pas le risque, quoi. Après c'est pareil, il faut aller regarder parce que si c'est déjà en train de germer, ouais, il y a un problème. Mais moi, je pense que c'est pas nécessaire, mais. Ok, autre question. Est-ce qu'on peut remplacer l'argile par de la farine? Probablement, mais on n'a jamais essayé. Oui, a priori, oui. Dans la bibliographie, on le voit, oui. Les gens ont essayé, oui. Nous, on ne l'a pas fait directement, mais oui, c'est un asséchant qui fonctionne bien. Ouais, c'est un peu plus cher, hein, donc bon. Ah ben oui, après, voilà. Après, c'est une histoire de coût. Puis de conditionnement aussi, il faut trouver, après ça se trouve, de la farine dans un sac de 25 kg. Ok. À mon avis, le semis à la volée sans incorporation pourrait être problématique dans les sols massifs en surface et peu ou pas humectés, type argile. Quel est votre avis là-dessus? Je ne suis pas sûr, mais nous, l'essai d'Amérocourt, là, il est sur une parcelle. Bon, c'est pas très. C'est une partie de l'essai sur une partie, on va dire, bief à cailloux. Vraiment avec des grosses fentes de. Et c'était marrant de voir ça, on avait observé ça, je ne sais pas si tu étais avec des agriculteurs de la PAD, on était visiter l'essai. Et en fait, on voyait que finalement, les premiers couverts qu'ils levaient, c'était dans les fentes de retrait, quoi. C'était les graines qui étaient tombées dans les fentes de retrait dans les argiles. Et finalement, ça a poussé aussi, quoi. L'aspect grumuleux en surface, on l'a pas vraiment, on n'a pas observé vraiment d'intérêt. On a testé ça dans vraiment des contextes très très différents en termes de type de sol. Donc quand même globalement en Hauts-de-France avec des tendances assez limoneuses, mais on avait des parcelles en semi-direct depuis longtemps où on pensait que le mulch qui était en surface lié au semi-direct et puis la vie du sol allait être un problème pour faire lever le couvert. On n'allait peut-être pas avoir un bon contact terre-graine. Au final, ça s'est bien passé. Des parcelles en labour où finalement ça pouvait avoir l'air d'être un petit peu refermé en surface et puis finalement ça a bien levé aussi. Donc je ne sais pas si c'est peut-être à voir. Hein. Il y a peut-être des situations d'échec comme ça. On n'a pas forcément. Ça va dépendre des types d'argile, des choses comme ça. Donc, je suis plutôt plus optimiste que quand on a démarré le sujet, quoi. Est-ce que l'on peut mélanger de la fertie avec ou s'en servir comme support, minéral ou organique?
Oui, s'en servir comme support, forcément. Au niveau balistique, les propriétés balistiques, ça fonctionne bien. Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure dans la présentation, c'est l'idée d'avoir une graine support qui soit à la fois productrice de biomasse. C'était ça qu'on recherchait, quoi, pour avoir une espèce en plus. Après, mettre la fertie, ça serait pour bénéficier à quel type de plante? Si c'est fertiliser un couvert, c'est fertiliser une culture dérobée. Du coup, il faudrait déclarer ça comme culture dérobée. Mais encore une fois, ça prendrait la place d'une semence éventuelle qu'on pourrait mettre et avoir une biomasse en plus. Après, c'est aussi des contraintes techniques. Je ne sais pas si ça marcherait. Bon. Ça n'a pas été testé, en tout cas. Ça n'a pas été testé, mais les propriétés balistiques d'un grain... Oui, c'est sûr que c'est vraiment vers ces propriétés-là qu'on essaie de tendre. Hein. C'est ça. On essaie d'avoir le même truc. On essaie de dépendre sur la même largeur que l'engrais, donc c'est sûr qu'on aimerait bien avoir les mêmes propriétés, mais je suis pas sûr que ça. Enfin, je ne sais pas si ça marcherait, on n'a jamais testé. Ok. Pourquoi ne pas aller chercher une vraie levée dans la culture avant la récolte en pratiquant un semis précoce mai-juin pendant une période plus arrosée, de plus de 30 mm? C'est un peu pour les raisons que Sophie a présentées tout à l'heure. Ouais. On a un risque de perte de plante, c'est-à-dire que vraiment, je vous invite à aller voir, hein, mais sous un blé au mois de mai-juin, quand c'est encore vert, on ne voit pas très clair, quoi. Hein. Donc une plante, nous on a observé vraiment sur ces semis de 45 jours avant moisson, vraiment de l'étiolement, des plantes qui devenaient toutes jaunes et qui s'allongeaient pour essayer de récupérer la lumière. Et au final, derrière, on peut imaginer qu'à la moisson, après, il n'en reste pas grand-chose, quoi. Pour moi, l'objectif, vraiment, c'est que ça lève juste derrière la moisson. Après, Après, il y a aussi peut-être des espèces qui sont peut-être plus propices que notre mélange radis, veste, sorgho pour attendre sous le blé, quoi. Mais ça nous a paru, on va dire, comme quelque chose de plus, on va dire, de plus risqué, quoi. Et disons que ça marche par expérience. Moi, je l'ai testé dans des cultures dérobées pour implanter des prairies temporaires dans des systèmes d'élevage où effectivement une base graminée avec des raies-gras, des choses comme ça, ça s'implante quand même dès le mois de juin et ça peut tenir après la moisson. L'implantation est faite et ça marche. Hein, les systèmes en bio notamment qui ont des prairies temporaires assolées, les implantes sous couvert, on a quand même beaucoup plus de réussite en faisant comme ça et en semant donc dès le mois de juin plutôt que de semer en post-moisson. Mais bon, c'est des espèces très gras et graminées fourragères qui ne sont pas communes dans les systèmes de polyculture et qu'on ne met pas dans les mélanges de couverts en polyculture. Justement, Gaëtan, une question te concernant. Quel type de couvert dans un colza au printemps pour faire du pâturage? Quel type de couvert pour semer dans un... Alors, attends, elle est repartie la question, je ne l'ai pas lue. Alors, quel type de couvert dans un colza pour faire du pâturage? Donc, on sèmerait sous couvert dans le colza pour faire après du pâturage. Donc, type de dérobé. Voilà. Après, si c'est... Pour faire du pâturage, on peut mettre toutes des espèces comme... alors, du pâturage de quoi? Est-ce que c'est de l'ovin ou du bovin? On choisira les espèces aussi en fonction, à semer en fonction des espèces animales. Espèces, on peut mettre des radis à pâturer, ça va très bien. Hein, on peut semer, c'est une espèce qui marche bien. Après, si c'est pour implanter vraiment une prairie, on va dire au moins d'1 an, on peut mettre de la graminée fourragère, hein, type raie gras, quelque chose qui lève assez vite. Ça marche très bien avec un trèfle, un raie gras trèfle, ça se mène très bien. Ok. Quid de la lutte contre les campagnols? Du coup, c'est le fait de laisser les pailles peut-être qui gêne pour laisser proliférer. Voilà, déjà les pailles, quand elles sont restituées, elles sont sur le sol, ce n'est pas les chaumes hautes qu'on laisse en place. Donc déjà, tout ce qui est rapaces diurnes et nocturnes, au moins ils pourront se poser. Et après, il faut espérer que les pailles se dégradent vite pour pouvoir laisser passer le couvert et puis gérer les campagnols. Mais sinon,
c'est sûr qu'on a moins d'intérêt dans les parcelles vraiment très fortement impactées par les campagnols, vaut mieux semer plus tard et puis passer une herse à paille ou faire un léger travail du sol. Et là, pour le coup, ça n'a pas été testé sur des parcelles comme ça. Romain, tu complètes? Ah oui, non. Ensuite, ce n'est pas une question, c'est une réflexion qui vient de passer là. Réflexion, pardon. Vous êtes très typé nord de la France. Dans notre région, il faut que le couvert soit levé avant la récolte pour avoir une levée assurée. Mais je vois que quelqu'un a répondu. Antoine est en train de répondre, effectivement. Voilà, c'est Antoine qui est en train de répondre. Ok. Il faut peut-être lui dire ce qu'il dit. 2 années d'essai ont été réalisées dans l'Aube avec cette méthode. Voilà ce qu'il a répondu. Question, on raisonne toujours espèces, mais pas assez de variétés. Avez-vous observé des différences de capacité germinative suivant les variétés dans vos essais avec cette technique? Alors, on a testé différentes variétés. Enfin, on l'a fait uniquement pour le radis en 2018. On a testé 3 variétés. Bon, il y avait c'était une gamme de précocité. Donc, on voyait les différences entre variétés, c'est clair, hein, sur ces semis-là. Je pense qu'il y a réellement quelque chose. Après, c'est différent. Enfin, il peut y avoir des différences d'effet de l'eau de semence, des effets de variété. Enfin, des fois, est-ce que c'est réellement lié à la variété ou au lot de semence, à la butte, à ce sac-là en particulier, ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y avait des différences en termes de taux de levée entre les variétés. Je pense qu'il y a quelque chose à. Mais bon, on est déjà c'est déjà vraiment. On va plus loin, quoi. Mais dans tous les cas, il faut essayer de choisir des variétés tardives pour ne pas avoir à détruire trop tôt, quoi. Là, pour le cas du radis, les variétés très très précoces, il va vraiment choisir des variétés très tardives pour ne pas avoir à détruire, broyer le couvert trop de bonheur, quoi. Okay. Quelle modalité pratique de la moisson, intérêt d'un récupérateur de menu paille, viser un bon étalage des pailles? On va peut-être retrouver la question. Après, oui, voilà, tout ce qui peut conduire à une meilleure répartition des pailles est vraiment le bienvenu, quoi. Donc, vraiment, on observait un effet, quand ce n'était pas le cas, vraiment un effet, dans certains cas, on retrouvait les traînées de mini-paille où il y avait vraiment une meilleure levée du couvert, notamment quand on avait semé des couverts dans des chaumes très hauts. Là, on voyait vraiment les mini-pailles, là, il y avait vraiment un beau couvert. Donc, il faut essayer d'avoir un recouvrement du sol qui soit le plus homogène possible. Existe-t-il un outil qui permet d'aider au choix de couvert en fonction des contraintes de la parcelle et des bénéfices recherchés? Pas chez nous, mais il y en a qui existent, hein. Il y en a pas mal des aides au choix. Après, ils ne tiennent pas forcément compte des semis à la volée, si c'est le sujet du webinaire. Je pense qu'on a fait le tour peut-être des questions, Romain. Oui, je pense qu'on a tout fait. Il y avait juste une réflexion dans le chat sur le sarrasin qui a été testé en Bretagne avec le semoir Maxicouf présenté dans la vidéo. Résultat mitigé suite à un début d'été particulièrement sec. À réserver sur des parcelles avec humidité résiduelle dans le sol ou sous couvert d'orge d'hiver, récolter plutôt que le blé et céréales plus denses qui conservent mieux l'humidité du sol que le blé. Voilà, c'était une question à la fin là, qui vient de sortir. C'était par rapport à ce que du coup, est-ce que c'est plus favorable rester un semis post-moisson ou le semis avant récolte et le même niveau de résultat? Tout ce qu'on voit, c'est que globalement, c'est plutôt identique, voire on va dire supérieur dans les terroirs où on a tendance à semer tard. Je pense que globalement, ça qui ressort aussi, c'est-à-dire que on a un peu parlé d'effet des pailles, comment dire, pailles restituées ou pailles exportées, mais en fait, ce qu'on ne tient pas aussi compte, c'est que dans le cas des pailles exportées, c'est souvent des situations d'éleveurs où finalement, le fait d'exporter les pailles, ça retarde encore la date de semis du couvert, et si on compare avec ça, il vaut mieux quand même avoir semé le couvert avant moisson, même si ce n'est pas hyper favorable, c'est toujours mieux qu'un semis de septembre, quoi. La biomasse produite. Donc, ça aussi qui joue, quoi. Donc, globalement, on a plutôt, dans notre réseau d'essais, en tout cas, sur nos 10 essais, globalement, dans 80% des cas, on fait mieux que le témoin de l'agriculteur dans le reste du champ. Après, évidemment, il y a peut-être des gestions ou des contextes où, finalement, on avait déjà des beaux couverts, donc ça ne servait peut-être à rien de semer à la volée, mais globalement, c'est plutôt mieux. Donc, voilà pour les questions et les échanges. J'espère que, voilà, s'il y a des choses qu'on n'a pas, de toute façon, on va repasser toutes les questions, on vous remettra un petit
un lien vers on produira un document questions-réponses. Si on n'a pas répondu à la question là pendant le webinaire, ben, on fournira une réponse texte dans le document. Et sinon, on mettra le lien vers le timer pour dire à quel moment on a répondu à la question. Voilà, donc, je vous invite à aller voir sur le site. Il y aura les vidéos, les replays des colloques qui seront disponibles donc à plus long terme sur le site et avec un compte rendu, un poster, le poster du colloque. Donc là, on va pouvoir terminer puis essayer de conclure. Pour voir ce que l'on retiendra du SMI à la volée. Donc, je vais essayer de fournir un peu de conclusion de tout ce qu'on a dit. Donc, c'est une technique qui conduit à des couverts performants. Donc, on l'avait vu dans la track chez les agriculteurs. Chez eux, ça leur avait permis de produire des couverts plus, en tout cas, qu'ils jugeaient, on va dire, meilleurs, puisque de toute façon, ils mettaient en place la technique, ils estimaient qu'il n'y avait rien. Donc, on a vu qu'il y avait une productivité du couvert qui était améliorée dans notre réseau d'essais. Et aussi qu'on avait accès à des nouvelles espèces et que notamment on arrivait à valoriser des semences d'espèces qu'on n'arrivait pas à faire par le passé. Je pense notamment aux vesses et aux trèfles, où on se retrouve avec des productivités de légumineuses qui sont quand même hyper intéressantes, notamment pour des services fourniture d'azote à la culture suivante. Donc voilà, enfin, pour l'intérêt de la technique. Pour aussi faire un peu, voilà, faire rabâcher quelques recommandations si on a envie de démarrer en semis à la volée dans le précédent, c'est semer une ou plusieurs espèces qui sont adaptées. Donc essayer de choisir On vous a proposé un petit mélange au départ, Vesse, Radis, Facélie, c'est vraiment nos 3 espèces un peu phares sur ce sujet-là. On va pas dire qu'on est sûr que ça marche, mais on n'a pas vraiment eu d'échec avec ces 3 espèces-là, et c'est celles qu'on estime avoir les meilleurs taux de réussite semis à la volée. Et aussi de les semer dans les 3 semaines avant la récolte, c'est vraiment la conduite la plus sécurisante. Si on a envie de tester autre chose, de semer plus tôt, d'essayer de semer plus tôt, voilà, avec cette idée que ça peut lever dans la culture en place. On peut essayer, mais essayer quand même, pour démarrer, il vaut mieux essayer dans les 3 semaines avant la récolte. C'est bien plus sécurisant, à mon sens. Et voilà, il y a des solutions qui existent pour répandre les semences de couvert sur une grande largeur. On a vu les pellets ou les smarts spécifiques ou les 2 larmes sur le pulvérisateur. Donc là, ça va vraiment dépendre de ce que vous avez accès comme matériel. Et aussi ce que vous voulez semer comme plante, parce que les 2 lames sur le pulvérisateur, vous n'allez pas pouvoir passer de tournesol, par exemple. Ça va peut-être être un peu compliqué. Et ça va vous limiter en termes d'autonomie. Donc voilà, il faut peser le pour et le contre pour chacune des techniques. Et aussi pour démarrer, il faut essayer de faire simple et être patient. Parce que voilà, il ne faut pas partir sur des espèces compliquées avec des gestions de résidus particuliers ou des choses comme ça. Donc voilà. Et faire simple et être patient et laisser le temps au couvert de lever. De toute façon, si ça ne lève pas, c'est que le couvert, le SMI post-sommation, il n'aurait pas levé non plus. Un peu ce qu'on ressort de nos réseaux d'essais. Donc il faut être patient. Et si ce n'est pas levé dans les 15 jours après la moisson, il faut essayer de tenir un peu le truc. Voilà. Donc voilà pour ce webinaire sur les SMI à la volée dans le précédent. Donc si vous voulez continuer un peu sur le sujet, il y a le site internet où il y a le replay, il y a la vidéo, il y a le compte-rendu des échanges. Je vous ai déjà dit d'échanger des questions, mais il y a aussi plein d'autres références. La fiche dédiée au SMI de couvert à la volée, le compte-rendu des essais qu'on a eu, un compte-rendu complet, et puis une fiche pratique sur les pellets où vous avez notamment la vidéo, le tuto pour semer des pellets, pour confectionner les pellets. Donc voilà, continuez un peu sur le sujet. N'oubliez pas, il y a encore un webinaire, là, celui-là, il faut attendre septembre, c'est sur les destructions. Donc pour une gestion du couvert sans la bournichimie, c'est les résultats de track, et puis aussi un essai qu'on a mis en place sur les modes de destruction un peu innovants voilà, donc il y aura une vidéo pareil et puis un compte rendu. Donc voilà, donc on se dit au mois de septembre. Donc là, pour ma part, c'est terminé. Donc on vient de finir, on a fini un petit peu en retard, 19h15. Donc voilà, on le sentait déjà en préparant. Donc je ne sais pas si les partenaires ont envie de dire quelque chose. Non, mais pour ma part, c'est bien. Merci des questions. On va pouvoir laisser les gens retourner à leur occupation et voir un peu ce que... nous, on continuera de voir un peu ce que ça donne dans les questions et dans le chat. S'il y a des nouvelles questions, on y répondra par texte. Voilà. Donc voilà, je clôture et puis je veux dire, voilà, c'est terminé, fini ce webinaire. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir.